Et en fait, il faut que je vous raconte quelque chose. Quelque chose qui s'est passé hier soir quand on a fini la visite et que je suis allé camper. Et pour ça, donc, en pleine forêt, j'ai marché pendant quelques temps. La nuit est tombée. Et avec le poids du sac qui est juste... je me suis reposé à un moment donné. Près des poteaux, près d'un des poteaux qu'on rencontre dans la forêt de Compiègne, des grands poteaux dont on reparlera aussi par la suite. Et donc je me pose, j'arrive, je pose le sac, je m'étire un peu, j'en pouvais plus. Et là je regarde le lisière de la forêt. Je vois une lampe qui m'éclaire. Ok, donc je demande qui c'est. Puis la lampe s'éteint. Et à côté, je vois des cendres rougeoyantes d'une cigarette. Le truc classique qu'on voit quand une personne est en train de tirer sur une cigarette. Donc là, j'ai pas à nouveau redemandé qui c'était. J'ai pris mon sac et je me suis juste barré. Il y a vraiment des gens très étranges. Bref. Donc reprise de la randonnée en ce deuxième jour. Comme je disais, il fait bien plus froid. Mais en parlant un peu, ça me dégourdit la bouche. Ça va beaucoup mieux. Et donc ça, c'est un étang qui est sur le chemin qui va nous mener au lieu qui est un... On en parlera après, quand on arrivera. L'étang qu'on a devant nous, là, en fait, eh bien, il a été creusé en 1813 par ordre du propriétaire des terres, hein, tout simplement. À la fin des années 50, l'étang de Sainte-Périne est mis à sec afin d'être curé, c'est-à-dire dans le but de retirer toute la vase au fond de celui-ci et, à terme, de préserver son existence. Il en sera de même à la fin des années 70, avant une remise en eau, donnant ce que nous avons devant les yeux aujourd'hui. Direction le lieu suivant qui doit se trouver à... C'est pas très loin d'ici, si mes souvenirs sont bons, à 6-7 km de l'étang. Et c'est pas plus mal, la marche va un petit peu continuer à me réchauffer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je soupire? À cause de ça. Voilà. Comme vous pouvez le voir, à cause de ces grilles. En fait, je pensais que J'étais persuadé, et je suis un petit peu dégoûté, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. J'étais persuadé que le prieuré, et auprès duquel on est désormais, était libre d'accès tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Eh bah visiblement c'est pas le cas, donc c'est de ma faute, je me suis mal renseigné. J'avais cru comprendre que la maison forestière qui se trouvait à côté, je parle pas de la maison forestière du Rovary, là, il y a une autre maison forestière qui est juste à côté. Je pensais que c'était elle qui était inaccessible. Bah en fait c'est la totalité du lieu. Enfin, ce sont les deux ruines qui sont très proches l'une de l'autre. Donc ce que je vous propose, on va quand même essayer de trouver un accès, mais officiel, hein, parce que si ça se trouve, il y a... Comme je ne connais pas exactement les lieux, je vais essayer de voir s'il n'y a pas tout simplement un accès à ces ruines-là, peut-être. On va voir ça. Il y aurait eu beaucoup de choses intéressantes à présenter sur ce prieuré, mais aussi sur les ruines de la chapelle, datant tous deux respectivement du début et de la fin du XIVe siècle. Malheureusement, après avoir passé plusieurs minutes à chercher une entrée officielle, je ne suis parvenu qu'à trouver des accès fermés, comme notamment le portail que l'on voit ici. Bon, eh bien, tant pis, c'est pas très grave puisque de toute façon il ne s'agit pas d'un des principaux lieux que je souhaitais présenter, notamment le deuxième aigle, à savoir la percée des Beaumonts vers laquelle on va tranquillement continuer à se diriger. Donc on arrive sur la percée. La percée qui a été, dont la construction a été lancée, enfin, construction, je sais pas si on peut dire construction pour une percée, dans une forêt, par Napoléon, dans le but de rappeler à l'impératrice la percée qu'elle avait à son château d'origine en Autriche. Je dois dire que je continuais pas mal à ressentir le froid à ce moment-là, tout en continuant à progresser dans la percée. Cette percée, dont les plans furent commencés en 1810, avait en effet pour but de reproduire celle du château de Schönbrunn, près de Vienne. Celle-ci servait de palais d'été aux membres de la dynastie austro-hongroise à laquelle appartenait justement l'impératrice Marie-Louise, épouse de Napoléon Ier. Cette percée fait quand même 60 mètres de large. Et donc, les fameux poteaux, indicateurs, les 370, et là, on va voir la marque rouge. C'est une marque qui a été demandée par Napoléon pour que l'impératrice puisse se repérer dans la forêt. Et en fait, à chaque fois que vous avez cette marque rouge dans le dos, c'est que le château de Compiègne se trouve en face de vous. Au loin, on a donc l'entrée du parc, le parc, et bien sûr, le château en lui-même. Et nous, on va aller de l'autre côté jusqu'au belvédère. Là, on ne dirait pas comme ça, mais ça va progressivement monter. Bon, visiblement, au loin, ça monte un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Enfin bon, ce sera pas pire qu'au sommet des Grands Monts quand on est allé aux ruines Rome.
Jusqu'ici, c'était assez tranquille. Et là, dernier poteau, avant d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et après la journée d'hier, ça va être sympathique.